On a fait beaucoup de choses avec Pierre dans les dernières années dans le développement de l'interface de l'application La Presse Plus, puis il va nous présenter des résultats pas mal intéressants sur ce qu'ils ont fait. Merci, Pierre. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup d'être ici en grand nombre. Je me faisais une mini-réflexion compte tenu du titre de l'atelier. Savez-vous ce que vous faites à vos clients en arrivant vers 3h30 sur le chemin de la côte Sainte-Catherine, complètement arrêté parce qu'il y a un camion qui essayait de se stationner dans le chantier de construction? Je pense que vous devriez aller leur faire un pitch en disant qu'ils ont beaucoup de choses à améliorer dans leur expérience utilisateur. Et puis, on serait tous un peu moins stressés ici ce soir. Je voulais absolument arriver le premier pour voir si tout ceci allait fonctionner. Donc, je vais vous parler un peu du rôle que le Lab a joué dans le lancement et le succès de la Presse Plus. Je suis ici avec toute mon équipe, Dominique Bonin, qui est vraiment la directrice qui a mené tous les projets avec le Tech 3 Lab, Patrick Périer, qui y travaillait, puis on l'a tellement aimé qu'on l'a embauché. Merci beaucoup. Mélissa Hébert, qui a vécu dans le Lab pendant 3-4 semaines, quelque chose comme ça, donc elle a beaucoup apprécié. Puis Sébastien Rodriguez, qui vient de se joindre à l'équipe. Bon, des gens de recherche, ça pose des questions. Donc, question, qui connaît la Presse Plus? Petit sondage non scientifique. Qui lit la Presse Plus ou utilise la Presse? 50 %? Est-ce qu'on dit 50 %? Donc, c'est très bien. C'est à peu près une de nos ambitions, c'est que peut-être la moitié des gens qui ont des tablettes, on assume qu'ici, la plupart d'entre vous en avez, vont éventuellement devenir des lecteurs de la Presse Plus. Donc, en un mot, qu'est-ce que c'est la Presse Plus? Bien, une application native qui offre une expérience complètement transformationnelle de l'information qu'on pourrait appeler immersive, et elle est à la base d'une navigation vraiment renouvelée, engageante. Un des fondements de la Presse Plus, c'est l'impact publicitaire qu'on peut offrir à nos annonceurs. Et lorsqu'on a commencé le projet en 2010, on a fait le tour un peu de ce qui se faisait ailleurs dans le monde pour réaliser qu'il n'y avait vraiment personne qui s'était préoccupé de comment mesurer l'impact de la publicité, que ce soit sur un téléphone mobile ou sur une tablette. Et pour nous, ça allait poser un grand enjeu, puis je vous explique pourquoi. Vous savez, les annonceurs ont tendance à regarder le processus d'achat comme un entonnoir, un path to purchase, quel que soit le mot à la mode, qui part de la grande notoriété ou la sensibilisation, qui a des étapes de considération ou d'engagement et qui aboutit quelque part dans une décision, un acte d'achat quelconque. Puis les médias traditionnels, ben, comme la TV, les magazines, l'affichage, les quotidiens, dont la presse, ben, on a tendance à bien travailler dans le haut de l'entonnoir, c'est-à-dire créer le désir, fournir de l'information, et probablement beaucoup moins dans le bas de l'entonnoir. Inversement, l'Internet, une des grandes révolutions de l'Internet, ça a été d'amener un média qui est particulièrement efficace et mesurable dans le bas de l'entonnoir, où on peut suivre, mesurer tous les gestes du consommateur. Un des grands inconvénients, par contre, de l'Internet, comme tous ceux ici qui opèrent des sites web dans cette salle le savent, c'est qu'on n'a pas de revenus, certainement pas de revenus pour justifier les dépenses qu'on a besoin d'avoir. Puis un site comme lapresse.ca ne pourrait jamais exister sur ses revenus autonomes. Donc, dès le début du projet de la Presse Plus, il fallait trouver une façon de justifier et d'expliquer que la Presse Plus, en fait, agirait à toutes les étapes, qu'on pourrait prendre le fameux AIDA, attention, intérêt, désir, action, et puis le calibrer de A à Z, le path to purchase du début jusqu'à la fin du processus. Ce serait facile numériquement de mesurer les dernières étapes, mais comment démontrer aux annonceurs, un an avant le lancement, qu'on était aussi capable de travailler sur la grande notoriété, puis de créer de l'intérêt et puis du désir. Et tout ça, on l'a inscrit dans l'ensemble de notre programme de recherche. Maintenant, le programme de recherche a fait appel à une panoplie de méthodologies qu'on ne regardera pas vraiment en détail, mais aucune d'entre elles était capable de répondre à la question « Est-ce que la pub va fonctionner ?» Donc, ce qu'on a dit à la direction, clairement, il va falloir faire des choses qu'on n'a jamais fait. Un vieil adage en recherche, hein, si on veut apprendre des choses qu'on ne connaît pas, il faut qu'on pose des questions qu'on n'a jamais posées. Réalisant que personne s'était attaqué à cet enjeu mondialement, on a dit, l'équipe, à notre direction, à notre président, écoutez, on a une idée, c'est facile, on va réunir quelques PhD brillants qu'on connaît dans une salle, puis ils vont nous trouver une solution.
Alors, il y a demi-mensonge, demi-vérité. Ils ont effectivement trouvé des solutions, mais je ne préférais pas répondre à la question à savoir si ça a été facile ou non. Mais ça a été vraiment intéressant, excitant, stimulant, mais le mot « facile » peut-être ne convient pas. La question à laquelle on cherchait à répondre, dans le fond, c'est démontrer est-ce que la pub marche. Puis, pour un annonceur, bien, ça veut dire, est-ce qu'on peut créer, est-ce qu'elle est remarquée, est-ce qu'elle crée de la notoriété, est-ce qu'elle génère de l'engagement, est-ce qu'elle est appréciée, puis est-ce qu'elle va amener le consommateur dans le path to purchase. Donc, dès 2011, on a commencé à travailler avec la chaire de commerce, IMARC-Lab, à se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Et on a fait plein de tests. On est allé au Bell Lab, on a travaillé dans les laboratoires de William. Peu de participants, mais le net de tout ça, après avoir essayé plein de choses, dont des caméras, des lunettes, des casquettes, c'est vraiment la façon dont on pourrait démontrer la performance, ce serait à travers l'oculométrie. Donc, à l'automne 2011, on a déménagé l'équipe du lab. Je tiens à souligner, bien sûr, Sylvain, mais Sandrine Prometette, Valérie Goyer et François Courtemanche dans le Lauride. On a fait un recrutement assez complexe. Vous savez que ça pose quand même des enjeux difficiles de recrutement, des gens dont on peut lire le parcours regard. En même temps, on est 18 mois avant le lancement. Il a fallu que la presse, notre équipe technique, fabrique une édition, un prototype de 36 écrans. Ça a été un stress énorme dans l'entreprise, si longtemps à l'avance, d'avoir un produit qui pourrait ressembler autant rédaction que pub. Et les participants n'étaient pas là pour la pub, ils étaient là pour l'expérience générale, même nous, si on voulait mesurer la pub. Et vraiment, la leçon critique de ce test, c'est qu'il fallait qu'on soit en mesure de démontrer à nos dirigeants et à notre actionnaire qu'on aurait des outils pour justifier un modèle d'affaires basé sur la gratuité. Donc, il y avait quand même, Sylvain, un certain fardeau sur cette étude-là. Et puis, on a pu prouver à nos dirigeants qu'avec ce type de recherche-là, on pourrait aller voir des annonceurs et justifier notre modèle d'affaires qui reposait sur la gratuité pour le consommateur. C'était quand même assez important. On n'était pas pour parler pour ou contre, mais on était quand même très bien installés au Lauride, tout au moins pour les participants. Mais les chercheurs se rappelleront les journées complètes qu'on a passées dans un placard en arrière à essayer de suivre les participants. Donc, merci beaucoup d'avoir construit le lab. On avait quand même des meilleures facilités ici. Donc, ici, on est venu en novembre 2012. On est donc 6 mois complets avant le lancement dans le plus grand secret des ententes de confidentialité bouclées dans tous les sens. On a recruté une trentaine de participants. Là, on savait exactement quel genre de participants ça nous prenait pour avoir des résultats utilisable. Merci à François Courtemanche, je ne sais pas où il est, pour tout le calibrage. Notre rédaction a pu fabriquer une édition quasi complète, autant de hard que de soft. AdLab a fabriqué plein d'annonces différentes et donc on a pu vraiment mettre en place un protocole complet. Et puis je pense que la meilleure façon, si la technologie coopère, ça va être de faire rouler cette petite vidéo d'1 minute. Donc, quand même, 220 gigs de données, c'est quand même assez lourd. Hein? Ça prend un peu de place. Je me souviens d'un appel, une petite anecdote de Sandrine un soir qui me dit
on n'a plus de place sur le serveur. Est-ce que vous nous autorisez d'acheter un disque supplémentaire? On a dit, bien sûr, allez chez Future Shop et puis just do it. Donc, est sorti plein de data, évidemment, des images que vous, dans cette salle, connaissez bien, mais qu'on a pu partager avec d'abord nos dirigeants pour leur montrer, oui, on peut, vous savez, c'est un gros pitch de dire à l'actionnaire, on va laisser de côté tous les revenus d'abonnement et puis on va se baser uniquement sur les revenus de pub. Et voilà le data qu'on va montrer à des annonceurs 6 mois avant le lancement pour qu'ils signent des contrats. Donc, il y avait quand même un peu de stress. Mais avec ces outils-là, on a été capable de montrer que tous les formats, petits ou grands, fonctionnaient. On a été capable de démontrer aussi que chaque type d'interactivité générait différents types d'impacts, que ce soit des annonces où les gens peuvent toucher, exactement ce à quoi Sylvain recevait ou faisait allusion, des vidéos, des liens web ou tout simplement des annonces statiques sans aucune interactivité. Donc, je ne vous montrerai pas tout ce qu'on a produit comme résultat, mais ça a permis, par exemple, de faire ce genre de graphique qui était basé sur les observations qu'on avait fait, qu'évidemment, un plein écran aurait peut-être 2 fois plus d'impact qu'un peu plus petits écrans. Et on a développé toute la tarification en fonction de ça. Donc, il y avait une importance vraiment critique sur le plan stratégique. Peut-être la donnée la plus importante qu'on a pu montrer aux annonceurs, c'est des pubs sans interaction génèrent en général 3 secondes de temps de visionnement. Lorsqu'on met de l'interaction, on augmente l'engagement. On peut tripler l'engagement si on sait concevoir de la publicité. Et c'est avec ces données-là qu'on a convaincu l'industrie d'appuyer le lancement de la Presse Plus. Donc, je pense qu'à cet égard, le Lab a été vraiment un partenaire stratégique dans le lancement de la Presse Plus. Et on ne serait peut-être pas aujourd'hui là où on est si on n'avait pas eu ces outils-là. Je ne peux pas vraiment vous dire, c'est une entreprise privée, donc on ne dévoilera pas de chiffres, mais on est probablement, catégorie à catégorie, à près de 50% des revenus maintenant sur la Presse Plus par rapport à la presse papier. Il y a beaucoup de lecteurs dans la Presse Plus. Vous voyez la densité publicitaire. Le point de départ, ça a été le travail avec le Lab. Voilà, ça complète la petite intervention. Merci, Pierre.